Nous avons couvert le matériel beaucoup plus vite que je ne l'avais prévu. Alors aujourd'hui, la durée de notre classe sera plus courte. Et cet après-midi, je pense que c'est Parminder qui tiendra la classe. Nous nous retrouverons de nouveau dimanche matin pour terminer cette série et elle terminera donc les études de Fatima et de la contrefaçon. Ce matin, nous terminerons notre étude sur le temps. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est une révision rapide de l'étude d'hier, une révision du tableau de gauche sur 2019 et je pense que nous pourrions retourner de nouveau dans les révolutions avec plus de détails. Pour ceux d'entre vous qui l'avaient trouvé un peu confus, pour certaines personnes qui n'étaient pas présentes hier après-midi. Donc, on va réviser. Les Américains utilisent un autre mot que révision. À la fin de cette classe, je vous donnerai beaucoup plus de pensées à considérer. Donc, hier matin, nous avons commencé à regarder aux périodes de 10 ans, mais ce tableau a été effacé par manque de place, mais nous savons que le cycle des 10 ans que nous avons déjà identifiés qui conduit jusqu'au temps de la fin pourrait être répliqué tout au long des 200 dernières années. Nous avons relevé que 2019 était une date à prendre en considération et que nous avons essentiellement appliqué à 2019 ce que nous avions déjà fait auparavant pour 2014. Les 490 nous amènent à la diète de Spire. C'est là que la protestation des princes a donné le nom de protestants. Une ligue s'est formée contre les princes. Ainsi, nous avons vu qu'un insigne a été élevé. Nous avons également identifié le siège de Vienne. Il y avait là une restreinte de l'Empire ottoman quand il a commencé en 1529. Il a commencé sa campagne occidentale. Il a été arrêté à Vienne. C'était sa première défaite. La moitié des 490 nous amène au commencement de la graine du gouvernement américain avec le premier congrès continental, donc la date 1774. 220 nous amène à la Révolution française, au moment où nous avons Napoléon qui est établi comme un dictateur en 1799. 1868, les 151 nous amènent à la première tentative de destitution présidentielle qui était donc Andrew Johnson. Et il a donc renvoyé une personne du congrès qu'il ne devait pas. C'était le secrétaire de la guerre, Edwin Stanton. Ensuite, nous avons regardé à Bill Clinton et il y a eu une tentative de destitution aussi pour parjure et obstruction à la justice. Et l'après-midi, nous avons regardé aussi à Nixon et le Watergate, 46 ans de 1973 à donc son comportement contre le DNC durant l'élection pour, si on doit le garder simplifié. Nous comprenons qu'il a eu des personnes qui ont fait cette œuvre pour lui, tout comme Donald Trump, avec des personnes qui ont interféré dans l'élection de 2016. Donc le chiffre 126 nous amène à l'exposition universelle de Chicago et A.T. Jones indique 3 dates importantes, 1863, 1888 et 1893. Et 1893 montre l'union de l'Église des protestantes pour essayer de fermer l'exposition universelle le dimanche. Nous avons vu que les catholiques ont attendu pour cette opportunité durant plusieurs années comme étant une opportunité pour réprimander les églises protestantes et les ramener dans le droit chemin. Mais également, nous avons vu l'Association internationale de liberté religieuse qui a été établie par les adventistes. C'est la plus grande association de liberté religieuse dans le monde aujourd'hui. Donc,
le nombre 110, 1909, nous amène à la conférence générale de 1909, là où Ellen White a assisté à cette dernière conférence. Elle est âgée de 81. Donc, les 81 nous emmènent donc à 1938, qui est la nuit de cristal, qui est un point tournant dans la persécution des Juifs et commençant à faire passer des mesures qualifiées de non violentes à des mesures violentes. Et il y a eu environ 30 000 hommes juifs qui ont été emmenés dans des camps de concentration cette nuit. Donc, la moitié des 126, les 63, donc on arrive à l'année 1956, quand Khrouchtchev, à minuit, a exposé ce que Staline avait fait. Et cela s'est poursuivi, ce discours, jusqu'à minuit. Et cela, c'était un signal vers la fin de l'Union soviétique. Et ce discours a grandement influencé Gorbatchev, qui était à l'université en 1956. 1989, donc nous n'avons pas besoin de faire une grande révision pour cette balise, mais nous pointons à la chute du mur de Berlin. Et la raison du choix de la chute du mur de Berlin est que nous voulions souligner la date du 11 novembre 1989. Nous avons identifié le 9 novembre en 1989, en 1938 et 1799, là où il y a Napoléon, la persécution, mais le commencement de notre ligne de réforme. Donc, notre ligne de réforme a une structure chiastique le 9 novembre, puis nous voyons le 11 septembre et ensuite notre fin de temps de grâce le 9 novembre. Alors, j'aimerais que nous lisions au psaume 119, le psaume 119, 11. Nous indiquerons ce chiasme à partir du 9 novembre 1989 au 11 septembre 2001. Quelle est donc notre expérience? J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Le mot pour que je ne pêche pas est beaucoup plus fort en hébreu qu'en anglais. Dès que vous avez entendu la parole cachée de Dieu dans votre cœur, vous ne péchez plus contre lui. Je voulais juste introduire ce point. Ensuite, on a la moitié des 30-15 ans, nous amène au commencement de la pose des fondements en 2004. Nous avons relevé la date du 9 novembre et nous avons pris cette date pour l'introduire dans notre prochain thème. Nous avons commencé l'étude sur les révolutions. Premièrement, nous nous souvenons qu'à partir de notre étude de 2014, nous avons regardé à la Révolution française et à la guerre civile. Et dans cette étude, nous avons identifié 1789 comme étant le début de la Révolution française. 1799 indique la fin et 1794 indique son point de milieu. Ça serait donc le 21 juillet 1844 minuit, le 22 octobre 1844 et son commencement le 19 avril 1844 si nous prenons la date de l'histoire du millérite. Le point du milieu, ce serait 2014, notre minuit. Et les 220 nous amènent à 2014. Dans la guerre civile américaine, nous avons vu 1861, date à laquelle cette guerre a commencé, 1865 quand la guerre s'est terminée. Le point du milieu, c'est les 151 qui nous amènent à 2014.
Et la conclusion à laquelle nous avons abouti, lorsque nous avons vu ces deux lignes, c'est qu'on peut placer la révolution ou la guerre civile se passe entre le 11 septembre et minuit. Le 11 septembre et Rafia, pour ne pas confondre minuit avec le 21 juillet. Nous avons lu ensuite un article du Time Magazine du 16 novembre 2016 intitulé Donald Trump et le 9 novembre. C'est au tout début de la matinée du 9 novembre 2016 que Donald Trump a obtenu son élection historique à la présidence des États-Unis. Un certain nombre de commentateurs ont souligné que le 9 novembre était l'anniversaire de la Nuit de cristal, le pogrom anti-juif qui a éclaté en Allemagne en 1938, et un article récent sur la réaction sur l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Nous avons aussi mentionné que cette date marque la fin de la révolution allemande en 1848 avec l'exécution de Robert Blum le 9 novembre 1848. 1848 indique le commencement de cette date dans l'histoire de l'Allemagne. Mais ce que souligne cet article, c'est l'événement qui s'est produit le 9 novembre 1918. Ils disent cette date était beaucoup plus importante de 1871 à 1914, l'Empire allemand a gouverné l'Allemagne de manière très efficace. Sa dissolution a marqué la fin d'une époque. L'élection de Donald Trump, une victoire sur les établissements des deux partis politiques, représente également la mort de notre ancien ordre et nous ne savons pas ce qui le remplacera. Cet article retrace l'histoire de l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale et avant, puis l'aligne avec la crise que l'Amérique a eu à faire face avant l'élection avec l'inflation, le manque d'emploi, le mécontentement public, etc. Finalement, au cours de la première semaine de novembre, le gouvernement n'a eu d'autre choix que d'accepter des conditions qui laissaient l'Allemagne totalement à la merci des Alliés. Des mutineries éclatèrent dans la flotte allemande et se propagèrent dans l'armée, et un petit communiste espérait répéter le succès de Lénine en Russie. Les partis d'opposition menés par les sociaux-démocrates exigeaient l'abdication de l'empereur le 9 novembre. Il a accepté. C'est une histoire assez intéressante, car il n'avait jamais eu l'intention d'abdiquer ce jour-là. Ce qui s'est passé, je crois que c'était le premier ministre, en fin de compte, c'était le chancelier Max von Baden, qui a annoncé que Guillaume II a abdiqué. Il a fait cette déclaration le 9 novembre et a forcé le Kaiser à abdiquer, mais ce n'était pas son plan. Nous indiquons le commencement de la révolution allemande comme étant le 30 octobre 1918. 1918, c'est lorsque les marins font la mutinerie et refusent de se battre contre les Anglais. La révolution dure 11 jours jusqu'au 9 novembre de 1918. Et c'était 11 jours. Ce jour-là, le Kaiser a abdiqué. Et c'est la fin de la monarchie.
Cet article se termine en disant que notre propre 9 novembre, comme celui de l'Allemagne il y a 98 ans, est à la fois une fin et un début. Notre avenir est tout aussi incertain, notre avenir. Nous avons lu par la suite au sujet de la révolution allemande, au sujet du 9 novembre. Un poète et un dramaturge allemand, Ernst Tulla, a lui-même décrit les manifestations qui ont d'abord tué puis Munich et Hanovre, Hambourg et Berlin, le Rhin, le 9 novembre 1918. Les ouvriers berlinois sont partis, ont laissé leur usine et ont marché du nord vers le sud, l'est et vers le centre de la ville. Les portes ont été ouvertes, les gens ont afflué dans les casernes et se sont joints à la force armée du Kaiser. Les pouvoirs en place ont cédé sans lutte et les officiers se sont rendus. À la suite des troubles, le Kaiser William Baden et d'autres dirigeants allemands de la monarchie ont abdiqué et ont abandonné leur pouvoir et ont quitté le pays. Le 10 novembre, le journal conservateur berlinois a résumé les événements de la veille. Hier matin, tout était encore là. Le Kaiser, le chancelier, le chef de la police. Hier après-midi, rien de tout cela existait encore. Cela a créé une séparation au sein du gouvernement allemand. Quelques différents partis affirmaient maintenant être au pouvoir. Et un parti en particulier était donc le Spartacus qui se préparait pour la guerre civile. Avant d'avoir discuté de ce point, nous avons mentionné qu'Hitler a ensuite créé son récit narratif autour de ce jour, le 9 novembre. Il a vu que c'était un moyen pour manipuler le peuple allemand en reliant son histoire avec celle de la nation, que le jour où le peuple a été désappointé était le jour où il est passé par une expérience qu'il a assimilée à celle de la croix. Il déclare: « J'ai eu ce moment d'épiphanie où il s'est vu comme leur sauveur, et ce moment est devenu en grande partie, son culte de la personne. Qu'il ait vécu ou pas cette expérience, mais c'est quelque chose qu'il a inventé pour créer cette émotion qui a eu lieu ce jour-là. Le 9 novembre 1923, le putsch de la brasserie, c'était sa première tentative pour la prise de pouvoir par la force militaire. La première tentative d'un dirigeant de se modeler sur la marche de Mussolini sur Rome. Ensuite, quand il est arrivé au pouvoir 10 ans plus tard, il a déclaré que le 9 novembre était un jour férié national, ce qui est resté en place jusqu'en 1945 en l'honneur de ceux qui sont morts dans ce coup d'État raté. La plupart de ces tentatives d'assassinat ont également eu lieu ce jour-là, car c'est à ce moment-là qu'il a su capter l'émotion du public pour sortir et faire des discours. Je suggère, comme nous l'avons dit avec Napoléon, c'est ici là que nous voyons Napoléon en 1799. En 1865, nous voyons l'assassinat d'Abraham Lincoln. Nous avons suggéré qu'il s'agit à la fois de la mort et de la résurrection d'un dictateur. Et nous pouvons voir que les deux déclarations faites ce jour, quand Hitler dit il est mort et ensuite il ressuscite en tant que politicien. Il a maintenant son épiphanie politique, pour ainsi dire. Il sait ce qu'il veut accomplir. Le 5 janvier 1919, la guerre civile commence en Allemagne avec la Ligue des Spartacus et les communistes en Allemagne, et elle dure jusqu'en mai 1919.
Pour l'exercice d'aujourd'hui, nous l'indiquerons comme une contre-révolution du 5 janvier à mai 1919. Et une sœur a noté, après qu'on a fait la classe d'hier, à la fin de la classe d'hier, qu'il s'agit d'une période de 4 mois. Ensuite, nous avons regardé à la révolution russe. Là, on a vu la révolution allemande. Et ensuite, nous avons été dans la révolution russe. Donc, elle a commencé le 8 mars 1918, lorsque des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer la fin de la guerre et du pain. Il y a eu donc des grèves en masse et la révolution a continué pendant 8 mois jusqu'à ce qu'on appelle l'Octobre rouge, lorsque les bolcheviks de Lénine ont pris l'assaut le palais d'hiver. Donc cette révolution a commencé le 8 mars 1917 avec des grèves et des protestations. Le 15 mars, donc, le tsar a abdiqué. Et la révolution d'octobre 1917, Lénine prend le pouvoir, il a pris d'assaut le palais d'hiver, mais nous comprenons que cette révolution d'octobre a utilisé le calendrier julien. Les États-Unis ont changé leur calendrier julien en 1752. Bien longtemps. Et la Russie fait partie des 3 derniers pays qui ont changé leur calendrier julien au calendrier grégorien. Elle l'a fait en 1918, donc leur révolution s'est passée, je dirais donc le 8 novembre. Souvent le 7 novembre est souvent la date mentionnée de la prise du palais d'hiver, mais les révolutionnaires s'en ont saisi qu'aux toutes premières heures du 8 novembre. Donc le 9 novembre 1917, Lénine a publié son décret au sujet de la presse. Je suggérerais que c'est ce qui change un dirigeant en un dictateur. Nous avons noté que le 9 novembre dans le calendrier grégorien, c'est le 27 octobre. Nous avons lu le décret au sujet de la presse et nous avons souligné les similarités du langage entre ce que Trump a dit au sujet du média. Et si nous retraçons les dictateurs, nous verrons que c'est la première étape et c'est la première chose que Poutine a fait aussi lorsqu'il il s'est emparé du pouvoir. Restriction de la presse. Novembre et décembre 1917, on voit la consolidation et la montée de l'armée blanche. C'était donc la préparation. Et il ne s'agit pas uniquement des monarchistes, mais c'était toutes sortes de partis qui étaient opposés aux bolcheviks. Donc la préparation conduit jusqu'en 1918, quand l'armée blanche a été totalement constituée et a fait face à l'armée rouge. Il s'agit là de 4 années, de 1918 à 1922. C'est la contre-révolution. Ce qui est connu sous le nom aussi de la terreur blanche. En 1922, cette révolution est écrasée et l'Union soviétique est créée.
Nous avons considéré donc la Révolution française, comme nous l'avons suggéré auparavant. La Révolution française a plus d'une application. L'ensemble ce n'est que la Révolution française, mais à l'intérieur de celle-ci, nous pouvons indiquer au milieu la Révolution et la contre-révolution. Donc nous avons fait une deuxième application. « 1789 à 1794 était la période des Jacobins conduite par Robespierre. Ils ont renversé la monarchie et ont mis en place le règne de la terreur, la guillotine pour toute opposition. Et dans même pour les leurs, et dans leur effort pour ôter Dieu totalement de leur société, ils ont introduit le calendrier français révolutionnaire et le cycle des 10 jours. La Révolution française commence donc en 1789 et se termine en 1794. Il s'agit dans cette période de la France sous les Jacobins et Robespierre. Cette portion de la Révolution se termine au moment où Robespierre est condamné et emprisonné puis exécuté le lendemain. Le renversement des Jacobins s'est passé le 27 juillet. Le calendrier grégorien. Mais si vous vérifiez le calendrier révolutionnaire qu'ils avaient introduit à cette date, je suggérais que Dieu a laissé sa signature. Et en fait, pour eux, c'était le 9 du mois Thermidor. Dans ce calendrier révolutionnaire qui était conçu pour enlever Dieu de la société, ils ont été renversés le 9e jour du 11e mois, qui pour notre calendrier correspond au 9 novembre. Le règne de terreur prit fin le 9 Thermidor, lorsque Robespierre et ses associés furent renversés. Cependant, il n'y eut pas de réaction immédiate à son règne et pendant de nombreux mois, un climat politique instable prévalut avant qu'un nouvel ordre n'émerge. Cette terreur blanche est connue comme la réaction qui a pris place en 1795. Donc là, vous voyez une période de préparation. 1795 à 1799, c'est la contre-révolution. Aussi connue comme la Révolution russe, cette période est connue comme la Terreur blanche. Nous avons ensuite nous avons commencé ensuite par faire des applications et nous avons vu cela comme une seconde application de la Révolution française. Nous l'avons superposé sur notre ligne et nous avons compris qu'à partir du 11 septembre ou le 19 avril 1844 à Raffia, ou au 9 novembre 2019, nous pouvons placer donc la Révolution. Je vais l'appeler la guerre civile américaine, ou pour qu'elle puisse coller avec nos lignes du dessus, la Révolution, le renversement du gouvernement américain. Nous avons été en mesure de faire cette ligne car nous avons indiqué 2014 comme étant le point du milieu.
Ce que j'aimerais suggérer, c'est qu'ensuite nous trouvons une période donc de préparation. Avant 2020. Puis une contre-révolution. J'aimerais passer un peu de temps pour introduire quelques pensées sur le sujet de 2020. Je sais que c'est quelque chose qui a été en discussion déjà dans le mouvement. Et les personnes ont des pensées au sujet de 2020. J'aimerais suggérer que les pensées sont valides et que ce doit être une balise, mais ce dont nous avons besoin, c'est de comprendre de quelle balise il s'agit. Si la guerre civile américaine se passe entre le 11 septembre et 2019, à quel moment devrions-nous nous attendre à voir la révolution américaine? Si nous nous rappelons de l'étude d'hier matin, nous avons pris le nombre 245 pour le ramener à 2019 et nous avons vu qu'il s'agissait du premier congrès continental qui a eu lieu en 1774. J'aimerais juste regarder à cette période de l'histoire. En 1773, nous avons le Boston Tea Party. En 1774, le premier congrès continental. Et ce sont ces dates que nous avons prises hier pour nous conduire en 2019. Ou bien Rafia. Afin d'indiquer le commandement ou la fin du gouvernement américain. Nous avons compris qu'en 1773, l'ordre des Jésuites est aboli et je suggérerais qu'on peut faire aussi des significations prophétiques. Les nombres 245 et 220 nous amènent à 1773, nous conduisent à cette année et je suggérerais que c'est la résurrection de la papauté. Nous regarderons à ce point dimanche matin. Donc en 1774, nous avons le premier congrès continental, 2019 c'est Rafia et ensuite nous avons indiqué une période de préparation avant 2020. 1775, qu'est-ce que c'est? C'est le commencement de la révolution américaine. C'est intéressant, ça commence en avril. En 1776, c'est la déclaration de l'indépendance. Qui nous amène à 2021. Préparation, contre-révolution.
Si nous considérons 2020 pour ce que c'est, je suggérerais que c'est une balise, mais ce n'est pas raffia. Mais c'est le commencement de cette contre-révolution. Quelques jours auparavant, nous avons regardé à la balise de 2016 comme étant une balise. Donc, si ça ne vous ennuie pas, il me faut essuyer le tableau, effacer le tableau. Nous avons fait de 2016 une balise dans notre ligne de réforme. Donc, par conséquent, nous avons 2014. S'il fallait qu'on indique notre loi du dimanche, 2014. Ensuite, nous avons 2019 pour indiquer raffia. Et ici, nous indiquons 2016. Et nous avons dit que c'était le camp meeting quand Snow a parlé à Concorde le 1er août 1844. Nous avons Boston 2014, Concorde 2016 et Exeter 2018. Si nous prenons ce modèle de 2014 à la fin du temps de grâce et que nous l'amenons à raffia, raffia 2019 à Panium, qui est donc une fin de temps de grâce. Je suggère que 2019 se trouve là, raffia, 2021 est entre les deux, 2020 est entre les deux et indique la révolution américaine. Et quand est-ce que cette révolution commence? Donc, il y a un tir qui est entendu dans le monde entier et c'est passé où? À Lexington et Concorde. Combien de victimes y a-t-il eu à Lexington-Concorde? Il y en a eu 273. Où voyons-nous ce chiffre avant? Si nous prenons Panium, à la loi du dimanche, dans nos premières classes, nous avons déjà suggéré qu'il y avait une balise qui indique 273. J'aimerais suggérer à prendre en considération, lorsque nous regardons à ces nombres, nous avons quelques balises à choisir et à identifier comme le sujet de notre étude. Nous avons Concorde en 2016, qui devient Lexington et Concorde en 2020 avec le nombre 273, et cela nous ramène au commencement de notre étude avec cette balise entre Panium et la loi du dimanche. Donc Concorde en 2016 devient Lexington et Concorde en 2020 avec le nombre 273. J'aimerais également suggérer que je ne fais que régler les derniers détails pour clore d'autres choses et que j'aimerais vraiment présenter, pour que nous puissions les considérer. Donc je vais effacer. J'aimerais également suggérer que j'aimerais quelque chose qu'on puisse prendre en considération. Quand nous réfléchissons à la chute de l'Union soviétique, combien de temps cette période a-t-elle duré?
Alors, nous pouvons indiquer 1989 à 1991. C'est un processus de 2 ans. Et je suggérerais qu'il commence et finisse une période de temps, ces 2 ans. Alors, la chute de l'Union soviétique a été décrite en 3 étapes. Donc, il se retire donc de l'Afghanistan, la chute du mur de Berlin et ses révolutions en Europe centrale et orientale, et enfin, l'acte final, le 31 décembre 1991, lorsque l'Union soviétique se dissout officiellement. Si nous nous contentons d'indiquer le mur de Berlin comme étant notre symbole, en 1991, Gorbatchev donc dissout l'Union soviétique. Et cela a été un processus de 2 ans. 8 années après cette date, Poutine est devenu président, donc le 31 décembre 1999. Poutine donc est devenu président le 31 décembre 1999. Je suggérerais que cela commence et termine une période de temps de 2 ans. Entre 1999 et 2001, nous avons lu, je crois, au commencement de notre étude, que quand on parle de Acte 27, Ellen White nous dit qu'il aurait dû savoir sur le navire que le vent d'Est arrivait car le vent du Sud précède le vent d'Est. Quand le vent du Sud souffle, vous savez que le vent d'Est arrive. J'aimerais suggérer que le 31 décembre 1999, le vent du Sud a soufflé. Et ce qui s'est passé en 2001, c'est le vent d'Est qui a soufflé, qui nous a distrait du vent du Sud. Il a distrait en fin de compte le monde entier. Clinton a été le premier diplomate à rencontrer Vladimir Poutine. Il a su immédiatement à qui il avait affaire. Il a tout de suite été à la maison de Boris Eltsine et lui a dit qu'il ne faisait pas confiance à Poutine. Il a cité, je le cite, « Il n'a pas la démocratie dans son cœur ». Cependant, George Bush, en 2001, a déclaré « J'ai regardé l'homme dans les yeux et j'ai trouvé très direct et digne de confiance ». J'ai pu me faire une idée de son âme, a-t-il dit. Quand je vois ces périodes qui ouvrent et terminent le plus proprement, c'est entre 2009 et 2011. Et là, c'est le reset russe, réinitialisation, je ne sais pas comment le traduire. Alors, en 2009, Obama a confié à Hillary Clinton la tâche de réinitialiser la relation américano-russe. Elle a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, à Genève et lui a présenté un bouton de réinitialisation qui a été erronément surchargé. C'était un désastre diplomatique. Ce geste était destiné à symboliser une nouvelle journée de diplomatie entre les nouvelles nations. La raison pour laquelle ils ont fait ce rapprochement, c'est parce que nous avons Medvedev, qui a été président, et Obama, qui venait juste d'être président. Et ils pensaient que la rupture des États-Unis avec la Russie était, comme les politiciens font toujours, la faute de leurs prédécesseurs et qu'ils pouvaient d'une manière ou d'une autre établir les relations russo-américaines et les faire repartir d'un bon pied.
Medvedev a déclaré à la fin de 2011 que ces années 2019, 10 et 2011 étaient les meilleures années des relations russo-américaines depuis des décennies. 2011, c'est cette réinitialisation qui se termine avec le printemps arabe. Donc, on a aussi le commencement en 2011 de la guerre civile en Syrie, et le président Obama a officiellement demandé à Assad de se retirer en août 2011 pour le bien du peuple syrien. Nous avons donc la guerre civile en Syrie en 2011. Alors, tous ces événements sont connectés aussi avec la Libye et aussi connectés avec le printemps arabe. À l'époque de l'intervention en Libye, Poutine était le premier ministre en Russie et Medvedev était largement considéré comme le protégé de Poutine. Et il était le président russe. Après que Medvedev a décidé de ne pas opposer son veto à un conseil de la résolution de l'ONU en faveur d'une intervention militaire en Libye, Poutine a exprimé son désaccord en comparant publiquement la résolution à un appel médiéval aux croisades. Poutine a vu dans cette initiative un exemple d'intervention occidentale qui a suscité des protestations et leur a donné un soutien rhétorique et une couverture diplomatique. Plusieurs mois plus tard, Kadhafi a été capturé par les rebelles libyens, traîné dans la rue et a été tué. Une vidéo de l'événement a circulé dans le monde entier, tandis que la Libye s'effondrait dans le chaos. Et maintenant, la réaction notoire de la nouvelle de la mort de Kadhafi, Clinton a plaisanté à un journaliste: nous sommes venus, nous avons vu et il est mort. Alors, la réaction de Poutine au renversement de son allié Kadhafi au Libye n'a pas été amicale. Des sources à l'intérieur du Kremlin ont dit que Poutine s'est assis et a regardé la vidéo de la mort de Kadhafi 3 fois et c'est en répétition et s'est levé et a déclaré plus jamais encore. Et je suggérais que s'il a dit plus jamais, c'est qu'il agit pour ne plus jamais donner un pouce de terrain, qu'il s'agit de l'Ukraine ou de la Syrie ou de tout autre allié. Le 24 septembre 2011, Medvedev a annoncé publiquement qu'il ne se représente pas et que Poutine reviendra. Et Poutine a annoncé, je cite, « Je voulais vous dire directement qu'un accord avait été fait entre nous depuis des années. » Donc, c'était une transition de pouvoir planifiée et au début du mois de décembre, après cette élection, il y a eu une plus grande protestation à l'intérieur de la Russie depuis 1991 à la chute de l'Union soviétique. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue. Et Hillary Clinton est sortie et s'est exprimée pour soutenir les manifestants en remettant en doute la validité de l'élection de Poutine. Et Poutine a dit que des millions de dollars d'argent étranger ont été utilisés pour influencer la politique russe. Et il a dit que la première chose que la secrétaire d'État Hillary Clinton a fait, c'est dire que les sondages n'étaient pas honnêtes, mais elle n'a même pas eu le matériel des observateurs. Elle a donné le ton à certains acteurs de notre pays et leur a donné un signal qu'ils ont entendu et avec le soutien du département d'État américain, ils ont travaillé activement. Ce que Poutine place au pied d'Hillary Clinton est le changement de régime en Libye et le printemps arabe et prétend que le changement de régime était maintenant en train de le viser. Et je suggère que c'est ici, à ce moment-là, qu'il s'engage sur la voie d'un changement de régime aux États-Unis.
Tout ce qu'il a fait à Hillary Clinton, c'est de prendre ce qu'il pense avoir été fait en 2011 et de lui rendre la monnaie de la pièce, mais de mieux faire. Le dîner des correspondants de la Maison-Blanche, où Barack Obama détruit toute la dignité de Donald Trump. Et je pense qu'Obama et Hillary, ils ont fait un bon travail pour mettre Daniel et Poutine sur leur voie en 2011. Quand nous indiquons notre ligne de réforme, nous faisons 2001 à 2014, puis 2014, et je suggérerais que nous pouvons considérer aussi la date de 2011. Je ne l'indique pas comme une balise, mais comme une année à considérer. Donc, si 2019 soutient Rafia, 2021, j'aimerais susciter une réflexion sur l'année qui est marquée par la déclaration de l'indépendance et ce cycle des 2 ans. J'aimerais indiquer d'autres pensées également au sujet de 2021. Daniel 11, 40 nous amène à 1989. Cette date, elle est précédée par une guerre de procuration de 10 ans, une guerre civile à l'intérieur de l'Afghanistan. S'il nous faut considérer 2021 comme Panium, la fin de Daniel 11-40, nous avons une guerre de procuration de 10 ans qui commence en 2011 et le printemps arabe à l'intérieur de la Syrie. Nous pouvons marquer une période de 10 ans et de 10 ans dans les deux histoires. Une guerre de procuration dans les deux histoires de 10 ans. Alors, pour conclure, quelques citations. Alors, souvenez-vous qu'il s'agit d'une guerre d'information. Ce qui endommage Trump et les États-Unis le 9 novembre 2019, c'est l'information. 2016, la bataille d'Ipsos. Ce qu'a fait Vladimir Poutine est de prendre des informations qu'il avait conservées sur Hillary Clinton et les a publiées à la presse. Si nous voyons le même scénario se répéter à la bataille de Rafia, ce sont des informations qu'il a rassemblées au sujet de Donald Trump puis les donne à la presse. Nous n'avons pas vraiment abordé le 9 novembre de 2016. Mais si vous marquez le 9 novembre 2019, c'est Rafia. Le 9 novembre de 2016, 3 ans avant la date du 9 novembre 2019, ça nous ramène donc à l'élection de 2016. C'est la bataille donc d'Ipsos. 3 ans à partir de cette date, 2016, nous ramène où? En 2013, une journée durant cette année, Donald Trump est resté à Moscou. Il a dit dans un tweet, pensez-vous que Poutine insistera à Miss Univers à Moscou en novembre? S'il vient, deviendra-t-il mon nouveau meilleur ami? Il écrit ce tweet le 18 juin 2019 et la journée qu'il a passée à Moscou était le 9 novembre 2013, 3 ans avant la date du 9 novembre 2016. L'information est collectée, l'information est publiée.
Et j'aimerais indiquer d'autres 9 novembre dans l'histoire. Il semblerait y avoir un lien entre le 9 novembre et le 11 novembre, ce qui en lui-même est est un 9 novembre ou un 11 septembre, la fin de la Première Guerre mondiale. Le Kaiser William a abdiqué le 9 novembre. L'armistice a été signé le 11 novembre et la 11e heure, le 11e jour et le 11e mois. 1620. Le 1620, le Mayflower, les pèlerins ont vu l'Amérique. À quelle date les pèlerins ont-ils vu l'Amérique? Le 9 novembre 1620. Le 9 novembre 1620, l'équipage du Mayflower, connu sous le nom du pèlerin, débarque pour la première fois au large de Cap Cod, près d'un village de Wampanoag. Le lendemain, le navire a tenté de se diriger vers le sud en contournant le Cap Cod pour rejoindre la destination prévue par les colons à l'embouchure du fleuve Hudson, l'actuel New York. Mais le mauvais temps, il est au fond dangereux, ont obligé le capitaine du Mayflower à faire demi-tour et à toucher la terre le 11 novembre à la pointe du Cap Cod. Ils ont signé ce qui est connu comme le pacte du 11 novembre, qui a été décrit comme la pousse, le germe du gouvernement américain. C'était le 11 novembre. Ils disent que nous, dont les noms sont écrits comme les loyaux sujets de notre Seigneur, le roi Jacques, souverain redoutable, par la grâce de Dieu de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Irlande, nous sommes les défenseurs de la foi, ayant entrepris pour la gloire de Dieu et l'avancement de la foi chrétienne et l'honneur de notre roi et pays un voyage pour planter la première colonie dans les parties nord de la Virginie, dû par ses présences solennellement et mutuellement en présence de Dieu et l'un de l'autre et de l'un et de l'autre une alliance. Nous nous réunissons en un corps politique civil pour mieux ordonner, préserver et promouvoir les buts susmentionnés et en vertu de la présente loi, nous adoptons et élaborons les lois justes et équitables, les ordonnances, les constitutions et les fonctions qui nous semblent le plus utiles et les plus commodes pour le bien général de la colonie et à laquelle nous promettons toute soumission et obéissance nécessaire. Cela s'est passé le 11 novembre. Et la première fois qu'ils ont vu le pays glorieux, c'était le 9 novembre. Les États-Unis ont-ils commencé par la liberté religieuse? Si nous allons dans la grande controverse 293 en anglais, 315 en français, Ellen White dit clairement que les États-Unis n'avaient pas la liberté religieuse au début. La liberté religieuse n'a pas été introduite pas avant 11 ans. Et elle dit dans la grande controverse, 11 ans après l'implantation de la première colonie, Roger Williams est venu au Nouveau Monde comme les premiers pèlerins. Il en vint à jouir de la liberté religieuse, mais contrairement à eux, il vit que si peu de gens de son temps avaient encore vu que cette liberté était le droit inaliénable de tout, quelle que soit leur croyance. Tragédie des siècles 315. Donc, il s'est levé et il leur a dit qu'il doit y avoir une séparation Église-État. Tragédie des siècles 316.2. Donc, par rapport à ces idées de séparation Église-État, il fut condamné au bannissement des colonies et pour éviter l'arrestation, il fut contraint de fuir au milieu du froid et des tempêtes de l'hiver. Donc, il a fallu 11 ans pour que la liberté et la séparation de l'Église et de l'État soient introduites dans les colonies américaines. Donc, je suggérais que les États-Unis finiront de la même manière qu'ils ont commencé. Nous avons quasiment couvert tout le matériel que je souhaitais aborder aujourd'hui. Nous avons révisé le 9 novembre 2019. Nous avons vu une période de préparation qui nous conduit à 2020, cette contre-révolution.
J'aimerais suggérer que le commencement de cette contre-révolution est symbolisé par la bataille de Lexington et de Concorde et s'aligne avec la balise de 2016. Concorde, Lexington et Concorde, 273 victimes britanniques. Nous commençons à voir ce changement dans notre ligne de réforme. Nous avons regardé à 2020 dans ce contexte, puis nous avons regardé à 2021 de différentes façons, par la déclaration d'indépendance, mais aussi par le schéma des 2 ans qui commence et termine une période, mais aussi par les 10 ans de la guerre de procuration, premièrement en Afghanistan, puis en Syrie, et les deux nous amènent à Daniel 11, 40. Alors, ces éléments concluent notre histoire, notre étude du jour. Je sais que je vais réviser quelque chose qu'on connaît déjà et qui n'est peut-être pas nécessaire, mais nous avons discuté de beaucoup d'histoires horribles et j'aimerais que nous révisions une dernière fois la période des 30 ans. À partir de 1989 à 2019, qui nous montre donc la vie de Christ. Il a grandi dans la faveur de Dieu et des hommes. Ensuite, il travaille activement. Et donc, il commence son travail actif à l'âge de 12 ans, qui est notre 11 septembre. Et ensuite, à 30 ans, il fait le ministère public. Et je suis sûre qu'on peut faire d'autres applications avec les 40 années dans le désert et beaucoup plus de choses peuvent être dites sur ce sujet. Mais dans la lumière des histoires horribles, cette ligne me donne du courage. Alors, à moins que des personnes aient des pensées à ajouter, je terminerai. Tu as mentionné les 273 à Panium. On a développé la ligne de 273 de Panium à la loi du dimanche. Alors, les 273 ont été présentés dans les premières classes avec Acte 27 qui nous amène en l'an 273 avant Jésus-Christ. Cette balise se trouve entre Panium, la bataille de Beneventum, Pyrrhus et la loi du dimanche en 272 avant Jésus-Christ. Donc, il faut que tu te rediriges vers ces premières études. Tu indiques Lexington Concorde 273, tu dis quoi? C'est quoi? 273 victimes britanniques. Si vous agenouillez avec moi, nous prierons. Cher Père Céleste, merci pour tes bénédictions. Merci pour la lumière que tu fais briller sur ton peuple. Je prie pour ton pardon, Seigneur, si mon humanité a rejailli, mais je prie, Seigneur, que tes lignes brilleront. Merci pour les encouragements qui s'y trouvent et pour ces 30 ans durant lesquels tu as préparé un peuple, tu as construit un temple, Seigneur, et tu as regardé la croissance et le développement de chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur, que nous puissions être ce que nous devrions être maintenant en temps voulu, Seigneur, pour la moisson à venir. Je place toutes ces choses dans tes mains, nos bien-aimés, nos familles, nos amis, en priant que nous puissions remplir notre devoir aujourd'hui et dans le futur avec ce qui arrive. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.